Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la troisième étape du Tour de la Communauté de Valence. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, TikTok, le débrief des compétitions en direct, les shorts également sur YouTube, juste après l'arrivée des courses, dans les 10 minutes qui suivent. On va dire ça comme ça, juste après l'arrivée. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et vous pouvez surtout activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et comme ça vous ne ratez rien. Le Tour de la Communauté de Valence, l'étoile de Bessèges également et la Tour. On commence tout de suite avec ce Tour de la Communauté de Valence. On a encore failli se faire piéger par des échappés. Ça s'est pas joué à grand chose quand même. C'est-à-dire que personne voulait faire le travail pour la Lidl Trek. Sauf que la Lidl Trek, voulait pas vraiment faire le travail non plus pour les autres. Elle voulait pas gâcher de l'énergie. Donc pendant toute la journée, ça a été un petit peu le jeu du chat et la souris dans le peloton. C'est-à-dire que ça roulait pas vraiment hyper fort. Pour tout vous dire, il y a autant hier l'étoile de Bessèges et le Tour de la Communauté de Valence, ça s'est fini à peu près aux mêmes heures. Autant aujourd'hui, il restait encore 25 km après la fin du direct de l'étoile de Bessèges, enfin après la fin du direct, la fin de l'arrivée, parce que personne voulait prendre vraiment l'initiative, personne voulait faire le job, par peur de se faire contrer par Jonathan Milan. On avait peur de Jonathan Milan aujourd'hui. J'ai été assez surpris par exemple par la Jayco Alula. Je me disais aujourd'hui, Matthews, il a fait un bon début de saison, mais il voulait pas faire le job, alors peut-être un petit peu malade, Michael Matthews. Il a fallu attendre la Bingol, qui prend quand même la 6e place aujourd'hui avec Alexander Salbi dans les 5 derniers kilomètres, pour qu'on mette vraiment un vrai coup de collier dans ce final, une grosse accélération. Et comme toujours dans ce genre de cas, quand on met une grosse accélération dans le final et que les coureurs sont extrêmement frais parce que ça n'a pas roulé très vite pendant toute la journée, il y a gros risque de chute, et ce qui est arrivé à l'approche du dernier kilomètre, ce qui fait que ça tombe au niveau de la 15e place du peloton, et alors à partir de ce moment-là, ça désorganise les 15 coureurs qui restaient devant. Intermarché décide d'accélérer, mais encore une fois, Intermarché a pas été très judicieux dans sa manière d'amener son sprinter. Et après, Consoni a fait un super job pour Jonathan Milan, même si j'ai pas trop aimé la manière dont il s'est écarté. Simone Consoni, il s'est écarté en plein milieu des autres adversaires. Un jour, il va falloir vraiment réglementer la manière dont les poissons pilotes et les coéquipiers doivent s'écarter dans les 5 derniers kilomètres. Parce que, là, il n'y avait pas trop de monde. C'était un petit peu anti-sportif, c'était pour gêner les adversaires. Ok, d'accord, mais des fois, ça peut être très, très dangereux de se dégager de cette manière. Et Simone Consoni qui inaugure également très bien quand même son maillot de la Lidl Trek, vu le job qu'il a fait aujourd'hui, lui qui était l'année dernière du côté de la Cofidis. Et donc Jonathan Milan, après, n'avait plus qu'à finir le travail. Autant vous dire qu'il s'est pas raté. Avec 3 vélos d'avance sur Arne Marit et 3e Giovanni Lonardi. 4e Fiorelli, 5e Consoni, 6e Salbi, 7e Kopecky, 8e Silva, 9e Orluis Aolar et 10e Sait. Je sais pas trop comment on doit le dire. Stites, voilà, Stites plutôt, j'avais mal vu. Parce que j'ai la lumière là qui tape là sur l'écran, donc c'est toujours un petit peu désagréable. Et que c'est pas écrit en gros quand même sur Pro Cycling Stats. Parce que l'ordi il est là, vous le voyez pas, mais il est loin l'ordi. Pour pas qu'on le voit dans l'angle de la caméra. Et surtout, on peut noter quand même la belle 8e place de l'Uruguayen Silva, qui était dans l'échappée pendant toute la journée et qui arrive quand même à prendre la 8e place. Bon, ça aurait été bien de peut-être faire le job pour Orluis Aolar qui finit 9e juste derrière. Je précise que pour l'instant, au niveau de mon classement, il y a encore des écarts qui auront peut-être disparu. Voilà, ils viennent de disparaître, ça a mis un petit peu de temps. J'avais encore des écarts avec des coureurs à 15 secondes. Donc voilà, il y a des coureurs qui ont été remis dans le bon chrono
à l'instant. Et on voit que notamment un Michael Matthews, il est reparti assez tardivement, hein. Ça a mis 6 ou 7 minutes avant qu'il franchisse la ligne d'arrivée. Donc ça montre que le choc a quand même été violent pour Michael Matthews notamment. Eh bien, on regarde tout de suite les coureurs au top de cette journée. Attaque de Marlou! Pas grand chose à dire sur cette étape, mais on va quand même la débriefer. J'ai trouvé cette étape quand même intéressante parce qu'il y a eu un beau suspense avec les coureurs échappés. Et puis c'est dommage la chute du Canadien qui a un peu désorganisé le groupe devant. C'est vrai parce qu'ils étaient bien embarqués. Laurent Gervais, il tombe dans un virage, il a tiré tout droit dans les 10 derniers kilomètres. C'est dommage. Parce qu'à ce moment-là, c'était un beau match entre échappé et peloton. Bien entendu, le vainqueur du jour, Jonathan Milan, il a bien inauguré son nouveau maillot. C'était son 3e jour de course. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas pu sprinter pour la gagne, mais il avait gagné des sprints du peloton, notamment l'étape de mercredi, où il finit devant Matthews. Je pense qu'il avait peut-être déjà impressionné Matthews ce jour-là. La Lidl Trek, il n'y a pas eu une erreur, c'est-à-dire la manière dont ils ont amené le sprint à Milan dans le final, c'est parfait. Avec un super boulot de Consoni, ça il faut le dire. Il a fait le job aujourd'hui, Simone Consoni. Vraiment, il a fait du très très bon travail. Mais regarde quand même le train pour l'emmener Milan. C'est Consoni, Tuns. Il y a aussi Gebrezabier, qui a trouvé un contrat quand même lui à la dernière minute. Parce qu'il n'avait pas de contrat, il ne s'était pas fait renouveler par Lidl Trek, et la Lidl Trek l'a renouvelé à la dernière minute. Pour moi, il avait fait une bonne saison en plus l'année dernière, donc j'avais un petit peu du mal à comprendre. Mais Gebrezabier pour rouler en début de journée, il y a aussi du Patrick Conrad et Sam Oomen, mais ça c'est plus pour la montagne, mais surtout Tuns, Consoni, Milan. Enfin, là, c'est presque triplette magique. Consoni Milan, ça se passe tout de suite bien. Parce que c'est quand même 2 coureurs qui n'étaient pas chez Lidl Trek l'année dernière, donc qui ont changé de structure. Il y en avait un qui était chez Cofidis, l'autre qui était chez la Bahreïn, donc ils n'étaient pas dans 2 équipes qui se côtoient énormément. Donc, alors après, l'avantage, c'est que Consoni, il fait partie de l'équipe de poursuite, par contre. Comme Jonathan Milan et comme aussi Filippo Ganna, notamment. Donc c'est déjà des mecs qui se connaissaient, mais tu vois, entre se connaître sur le cyclisme sur piste et se connaître sur la route, c'est quand même bien différent. Et je trouve que la Lidl Trek a bien roulé pendant toute la journée, parce que Gebrezabier a fait quand même un gros boulot pendant toute l'étape. Et puis après, derrière, le final, c'est très bien fait avec Consoni Milan. Le duo a parfaitement marché. De toute manière, quand tu gagnes avec 3 vélos d'avance comme ça montre déjà que ta condition physique elle est super. Et surtout que tout s'est passé correctement. Tu peux pas gagner avec 3 vélos d'avance si t'as pas ton poisson pilote qui fait le job au bon moment. Et là, Consoni, il a fait le job parfaitement. Donc chapeau, Monsieur Milan, pour cette première étape. Deuxième coureur top aujourd'hui, et c'est important de le souligner, c'est notre ami Leonardi. Oui, Leonardi, le petit Italien également de la Polti Cometa, Giovanni Leonardi, on en a parlé hier, et là aujourd'hui il prend encore une belle 3e place, il s'est bien placé, il a pris la bonne roue, Leonardi, il a pris la roue de Jonathan Milan, ça c'était la bonne idée, on va pas se mentir, et puis après il fait un bon sprint aujourd'hui. Voilà, il n'a pas grand chose à se reprocher. Forcément, c'est pas Jasper Philipsen. Cela, je pense aujourd'hui, pour battre Milan, soit il fallait pas s'appeler Mats Pedersen, mais soit c'est du Philipsen de ce niveau-là. Parce que ça va vite, Milan. Il y a toujours cette impression-là bizarre avec Milan, parce que ça bouge dans tous les sens, ça fait zigzag, mais ça allait vite. Et Leonardi, il prend quand même une 3e place devant Fiorelli, donc ça c'est pas mal. Et puis c'est sûr qu'il profite également des mecs qui se sont plantés dans le dernier virage. Mais du côté de Giovanni Leonardi, je trouve qu'il a fait vraiment une belle étape aujourd'hui. Puis ça fait encore des points pour Polti Cometa qui accumule, alors certes c'est des 10-15 points à chaque fois, mais bon, voilà, c'est du bon boulot de la part de Leonardi. Puis j'attends de le voir dimanche. Il y aura peut-être quelque chose à faire dimanche sur l'étape de Valence. C'est toujours un sprint sur une belle ligne droite en plus Valence, donc il y a de quoi faire pour Giovanni Leonardi. Et puis
S'il se place bien, eh ben pourquoi pas le mettre sur le prochain Tour d'Italie, parce qu'il y aura pas mal de sprints sur le prochain Tour d'Italie. Ça pourrait être intéressant pour Polti Cometa, parce que c'est un coureur qui, pour le moment, fait un bon début de saison. Je continue avec également Matthias Kopecky. Alors Kopecky ou Kopecki, parce que normalement ça se prononce... c'est Kopecky, je crois même, en tchèque. C'est comme le pilote de rallye. Belle perf pour lui, parce que c'est un coureur qui est tchèque, qui donc court chez Novo Nordisk. Vous savez que c'est pas forcément mon équipe favorite, Novo Nordisk, qui a fini quand même 5e des championnats d'Europe. C'était junior. Non, c'était U23, pardon. Derrière Mads Mikkels, Paul Magnier, Ivan Romeo et Henrik Pedersen, le Danois qui domine la catégorie. C'est un coureur qui avait fini devant Teutenberg, par exemple, ce jour-là, devant un Fabio Christian, devant un Davide De Preto également. Matthias Kopecky, c'est un coureur qui est jeune. C'est peut-être la future pépite de cette formation Novo Nordisk. C'est peut-être la pépite même de cette équipe. C'est un mec qui a pris une 8e place l'année dernière sur une étape du Tour de Turquie, qui a fini 15e de la Sparkassen Müsterland Giro. Voilà, peut-être enfin un coureur de talent dans cette formation. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'est une équipe qui m'a... Bon, j'ai jamais été vraiment emballé par Novo Nordisk, mais là, ils ont peut-être enfin un coureur qui peut faire des bons résultats. Kopecky qui a une particularité, alors il est né en République, enfin il est de tchèque, mais il est né à Rotterdam, aux Pays-Bas, qui n'est pas trop une ville tchèque. Donc est-ce qu'il a des... Et puis il a un frère qui fait également du cyclisme, et il a une sœur qui fait du cyclisme. Alors Julia Kopecky, ça me dit quelque chose, parce qu'elle est chez AG Insurance cette année, donc c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Et elle a le même âge, ils ont peut-être même complètement le même âge. Non, ils n'ont pas totalement le même âge, parce qu'elle est un peu plus jeune, pardon. Et il y a Thomas Kopecky qui, lui, est chez TDT Unibet et qui a remporté une étape du Kres-Brez Elite en 2023, qui a eu une saison très courte. Même l'année dernière, il était dans l'équipe TDT Unibet et là il rejoint donc l'équipe, enfin il continue avec l'équipe en deuxième division. Il avait gagné l'étape de Carré, pardon. C'était une belle étape. Ça devait pas être tout plat quand même. Et sa sœur, si vous voulez avoir des infos, elle a fini 4e du Tour de féminin en République tchèque. Donc elle a l'air d'être une course importante. Et vainqueur de la Leidal course en Belgique. Voilà. Et 6e des championnats d'Europe en U23. Voilà. Derrière Schreiber, Mazetti, Zanetti, Chaclet et Plumers. Mais devant les Françaises par exemple. Donc c'est pas mal. Du côté de cette concurrente. Et on termine avec le petit Guillermo Thomas Silva, champion d'Uruguay, au niveau de son palmarès, qui a fait une belle étape aujourd'hui. Le champion d'Uruguay avec une 8e place. C'était un bon résultat. Lui qui avait fini 10e en tout début de saison du championnat national et qui était champion en 2022. Voilà, dans cette épreuve. C'est déjà un mec qui avait fait 3e sur une épreuve nationale, le Tour Ciclista de Cantabria, qui avait été également sur le Tour de Burgos avec l'équipe 1. Donc voilà, c'est un mec qui a déjà fait des résultats sur les épreuves nationales, ce petit coureur uruguayen. Donc voilà, je crois qu'on en avait parlé même quand on a parlé de la Caja Rural, quand j'ai fait la présentation de la Caja Rural. Gros début de saison, il y aura notamment en France, du côté de la route Adélie de Vitré. Et on aura également le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat, le Grand Prix Cric-et-Lyon également, pour notre ami uruguayen. Parce que tenir l'échappée et ensuite prendre quand même une 8e place, chapeau, monsieur Silva, ça veut dire qu'il était bien placé dans le peloton. Quand l'échappée, il a continué à rouler malgré le fait que l'échappée s'est faite reprendre.
Et ben on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Intermarché. Bon, il y a 2 équipes comme ça qui ne savent pas emmener les sprints. Intermarché, Israël. Est-ce que c'est le fait des équipes qui commencent par un I? Non, parce que Ineos arrive à s'en sortir. Intermarché, à chaque fois, ils sont trop tôt devant. Encore aujourd'hui. Pourquoi Adrien Petit fait un effort aussi violent entre 700 et 500 mètres? On a l'impression qu'il fait l'effort comme s'il allait lancer le sprint à un mec, mais qui restait plus que 200 mètres de course, quoi. 300 mètres de course, tu peux pas faire un effort aussi violent à ce moment-là. Donc il fait un effort violent, il se crave. Derrière, Arne Marit, il a plus qu'un mec devant lui, donc il se retrouve devant trop tôt, largement trop tôt, parce qu'en plus, Petit, il a mis tout le monde dans le rouge. Et après, Arne Marit, il est obligé de redescendre dans la file. Il était parfaitement placé, et il est obligé de redescendre dans la file. Alors oui, il finit deuxième, c'est un million, deuxième pour Arne Marit derrière Milan, c'est bien. Oui, mais la manière dont ça s'est produit m'énerve. C'est-à-dire que c'est récurrent chez Intermarché. Ces soucis de timing au niveau du sprint chez Intermarché, c'est récurrent. Ça serait bien d'un jour régler le problème, quand même. C'est très souvent qu'Intermarché ne fait pas le job au bon moment. Donc, il va falloir corriger ça, parce que forcément, tu vas passer à côté de victoire. Et même si tu as Guirmeil, même si tu as Arne Marit, même si tu as Germain Tyson, tu vas passer à côté de victoire. Sur un grand tour, ce qu'ils ont fait là aujourd'hui, tu finis 8e. Et encore 8e s'il n'y a pas trop de monde devant. Donc c'est un truc qu'il ne faut pas reproduire. C'est vraiment un raté aujourd'hui en termes de timing. Donc il va falloir vraiment travailler ça. Et je comprends pas en plus du côté d'Adrien Petit, parce que c'est quand même un mec qui a été poisson pilote d'Arnaud Démare quand il est champion du monde espoir. Donc c'est un mec qui savait le sens du timing. Donc voilà, est-ce qu'il s'est un peu enflammé ou est-ce qu'il a cru qu'il pouvait tenir plus longtemps? Et puis bon, comme c'est un mec qui a fait quasiment une saison blanche l'année dernière, ça a été un petit peu compliqué. Mais je trouve que là, le timing n'était pas bon aujourd'hui. Et un sprint, c'est du timing. Là, ils se sont fait avoir. Et ensuite, Arne Marit, quand il commence son sprint, il est derrière Leonardi, il est derrière Fiorelli, il est derrière Consoni. Il faut qu'il dépasse ces 3 mecs-là. En plus d'aller chercher Milan. Forcément, Milan, il s'est déjà échappé depuis longtemps. Alors que, s'il avait été directement dans la roue de Milan, ou s'il avait été devant le Jonathan Milan, peut-être qu'il aurait peu plus matché, il ne serait pas pris 3 vélos d'écart dans la gueule. Voilà. Deuxième flop, Michael Matthews. Alors déjà, Michael Matthews, il est un petit peu souffreteux, un petit peu malade. Et en plus, il tombe aujourd'hui. Ça, c'est dommage. Pour Michael Matthews. Grosse chute quand même dans le final. Donc j'espère qu'il ne s'est pas blessé trop violemment. J'espère qu'il n'y a pas de grosse blessure. Il a mis du temps quand même à repartir. Michael Matthews, il finit pas dernier de l'étape quand même. Il finit 117e de l'étape. Il n'y a que des coureurs de Kern Pharma et Javier Canielas qui sont derrière. Il repart notamment avec Nicolo Parisini. Mais je trouve quand même que c'est une grosse chute. Ça commence à faire beaucoup sur la semaine. Encore en plus du côté de la Jayco que c'est pas un début de saison aussi bon qu'espéré. Alors certes, il y a eu la victoire de Michael Matthews à la Ruta de la Ceramica. Mais c'est vrai que leur tour de Under, il n'était pas top. Notamment avec Caleb Ewan. Que derrière, Groenewegen est malade sur le Alula Tour. Donc lui, il tombe sur le Tour de la Communauté de Valence. C'est vrai que c'est pas le début de saison idéal pour cette formation. Et j'espère surtout du côté de Matthews qu'il s'est pas fait mal parce que la chute s'est passée vraiment dans un virage un peu en épingle, on va dire. Donc c'est peut-être, des fois avec un ralentissement, tu peux taper au niveau du genou dans le guidon. Donc j'ai pas l'impression qu'il soit allé au sol, Matthews, mais il était vraiment impliqué dans la chute. Donc j'espère qu'il s'est pas fait mal. Notamment au niveau des genoux, parce que des fois vous pouvez être obligé d'abandonner une course. J'espère qu'il n'y a pas une trop grosse blessure pour Michael Matthews, mais c'est pas un début de saison idéal, en sachant qu'en plus Dunbar a abandonné. J'avais fait une faute d'orthographe sur Dunbar hier, c'est bien un N, Dunbar, c'est pas un M. J'ai fait les tags, il était 22h. Je m'excuse, à 22h, des fois tu relis mal. Et donc Dunbar qui a abandonné. Donc c'est pas une bonne journée pour eux. Et puis je termine avec un autre abandon, c'est Sivakov qui n'a pas pris le départ.
Alors j'espère qu'il n'est pas tombé, parce que hier, moi j'ai vu qu'il avait eu un problème mécanique. Bon, j'ai pas l'impression qu'il était tombé, mais est-ce qu'il n'est pas tombé ou est-ce qu'il n'a pas eu un problème physique, Sivakov? J'ai pas réussi à avoir l'info, pour tout vous dire. Mais encore une fois, c'est dommage, c'est un mec qui aura pas beaucoup d'opportunités cette année d'être leader. Donc c'est vrai que se retrouver comme ça, c'est pas des débuts parfaits quoi. Pour Pavel Sivakov, c'est pas toujours top quoi. Quand tu arrives dans une équipe, que tu as une première course qui est pas sensationnelle, c'est toujours un petit peu voilà, décevant. Euh, je me dis que des fois, tu vois, tu démarres mal dans une équipe et ensuite tu te retrouves un petit peu en difficulté. Donc je sais pas ce qui s'est passé euh, du côté de Pavel Sivakov, mais c'est vrai que il s'est retrouvé en difficulté là, le coureur français. Là, il abandonne. Bon, est-ce qu'il s'est passé un truc du côté de Pavel Sivakov, mais c'est vrai que je me disais, bon, c'est un coureur qui va. Là aujourd'hui, il peut montrer ce qu'il vaut en plus chez UAE, il se retrouve leader, mais il n'y a rien qui s'est goupillé correctement du côté de Pavel Sivakov. J'ai pas réussi à savoir ce qui lui est arrivé à Sivakov. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce qu'hier, moi j'avais plutôt l'impression qu'il avait eu un problème technique, il finit à 50 secondes. Alors, est-ce que voilà, il est tombé et qu'il a ressenti une douleur en fin de journée? Est-ce qu'il y a eu un autre problème? Je ne sais pas du côté de Pavel Sivakov. On regarde tout de suite l'étape de demain. Le parcours de cette quatrième étape du côté du Tour de la Communauté de Valence, le gros morceau de ce Tour de la Communauté de Valence. Je voulais commencer par cette page-là, bien entendu, vous voyez, les résultats ne sont pas encore là sur Pro Cycling Stats, mais je voulais montrer ce chiffre. Vous voyez, 3642 mètres de dénivelé positif. C'est important, ça veut dire que c'est pas une petite journée, on est vraiment sur une belle petite étape avec en plus une arrivée au sommet. On commence par ce début de journée, la carte en plus grand, 175 km, et on commence déjà par une bosse à Tolada, 2 km 2 à 5,9 de moyenne, donc dès le départ, on démarre au pied d'une bosse. Ça c'est important, c'est jamais facile, cette zone-là est en montée. Donc ensuite on passe par Altea, un modèle de Seat qui était absolument ignoble, pour ceux qui l'ont déjà vu, une Seat Altea c'est très moche. On a la montée vers Mantel, pardon, à 5 km 4 à 6,9 de moyenne, côte de deuxième catégorie, km 46,5. On la regarde tout de suite, Mantel, 12,5 pendant 1 km. Donc d'entrée, ça va vous mettre dans le bain. D'entrée, si vous n'êtes pas au top, cette étape-là, ça va être une grande souffrance, surtout que le kilomètre d'avance c'est 7,6 et qu'on a encore un passage à 8,8%. Donc c'est une montée qui, on a l'impression 7%, oui, ça va, c'est roulant. Non, sur 5 km, c'est absolument pas roulant. Il y a vraiment ce passage-là qui est très dur. C'est un peu plus qu'un répète show, on pourrait dire. Et puis surtout, ça s'enchaîne directement avec la côte de Confrindes, 7 km 6 à 4,5 de moyenne au kilomètre 61. Donc on enchaîne les deux bosses, vous voyez, il y a très peu de phases de transition. La côte de Confrindes, elle est beaucoup plus roulante, avec voilà, un passage maximum géré au kilomètre à 5,9. Donc ça va, c'est pas extrêmement compliqué, sauf qu'on sera quand même à 1000 mètres d'altitude et qu'on aura pris une côte précédemment qui aura fait très très mal aux pieds. On redescend et on passera au kilomètre 82,5, c'est-à-dire à peu près à mi-journée vers l'alto de la Cabagna, 5 km à 3,9 de moyenne. Là, vous allez voir, c'est pas très compliqué non plus. 5,8, et puis après, c'est assez roulant sur la suite, voire presque plat. Derrière, on passe à Planès au kilomètre 92 et au kilomètre 105,5, c'est-à-dire encore 70 km de l'arrivée, la montée vers Tolos, 4 km 5 à 4,8 de moyenne, cette montée de Tolos, avec notamment un passage à 8,8 pendant 500 mètres. Donc voilà, à prendre en compte pour cette montée de Tolos. Vous voyez qu'après la montée de Tolos, par contre, on va avoir une grosse zone de transition, une grosse zone de descente pendant une bonne cinquantaine de kilomètres, parce qu'entre le kilomètre 105,5 et le kilomètre 152 et le sprint intermédiaire à Pego, il ne va pas se passer grand-chose. Sprint intermédiaire à Pego, et là, les 20 derniers kilomètres de cette étape sont les 25 derniers kilomètres de cette étape sont très compliqués avec l'Alto d'Al Miserat et cette montée vers le Val d'Ebo. On regarde tout de suite l'Alto d'Al Miserat. Hop là!
Alto d'être Miserat, voilà. 5 km 7, moyenne à 9,2, c'est déjà pas mal. Avec un dernier kilomètre à 12,9%, notamment 700 derniers mètres à 14,3%. Et surtout, on a encore un kilomètre à 14% cette fois-ci, entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2, et 10% ensuite. C'est très très dur, ça va faire des écarts. C'est-à-dire que même si on est arrivé sur du plat derrière, ça va faire des écarts pour les favoris. Les Vlasov, les Genley et autres vont faire des écarts dans cette montée. Donc ça va être très très difficile pour les coureurs qui ne sont pas les meilleurs en montagne. Et puis ensuite, ça descend pas tout de suite. En plus, il y a encore des petites bosses après derrière. Vous voyez, 1 km à 6,3%. Ça, c'est 5 km après. Et la descente commence 6 km après le sommet de cet alto d'El Miserat. Début de la descente, on arrive 1 km 9 avant l'arrivée. Et là, c'est le début de la montée finale vers le Val d'Ebo. 1 km 9 à 7,4. Autant vous dire que le vainqueur, ça sera un très bon coureur ce soir. Ça sera du McNulty, soit ça sera du Vlasov. Ça sera un très bon coureur. Moi, c'est vrai que je miserais quand même sur un Vlasov parce que c'est le final lui correspond quand même. Mais il faudra se méfier. Également Bilbao. Enfin voilà, il y a des coureurs qui peuvent vraiment très très bien s'en sortir sur cette étape. Un McNulty, je pense, aura peut-être un peu plus de mal sur cette journée, parce qu'il y a quand même un très gros pourcentage sur cette étape. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous n'allez pas rater cette étape qui arrivera un peu plus tard que les autres, je crois que c'est 17h15, 17h20, le direct sera à partir de 16h sur Eurosport 2, puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.